Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir et bienvenue à tous dans Ils refont la France. Comme chaque vendredi soir, c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. Et ce soir, bien sûr, belle émission spéciale qui continue sur la décision du Conseil constitutionnel qui valide en grande partie la réforme des retraites. Et pour en parler avec nous, Juan José Dorado, periodista espagnol. Alberto Toscano, giornalista italiano, buonasera. Bonsoir, Richard Verly du quotidien suisse Blick. et puis nous sommes aussi avec Jean-Daniel Lévy, directeur délégué général Interactive, et puis une des grandes voix du service politique de RTL, Thomas Després. Merci à tous d'être là pour refaire la France. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Alors la France a donc retenu son souffle aujourd'hui et voilà, la décision est tombée. Thomas Després, vous nous faites un petit résumé ? Alors, l'essentiel de la réforme des retraites validée par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les 65 ans, il valide aussi toute la forme qui a été Les 64 utilisée. Les 64 ans de l'âge de départ, pardon, je vous ai dit quel âge ? 65. Un petit peu d'avance. Ça, c'est la prochaine réforme. Ça, c'est la prochaine la prochaine. réforme. Pardon. Les 64 ans, il disait également oui sur la forme des débats. Le 49.3, le 47.1, tout ce qui a été utilisé est validé par le Conseil constitutionnel. En revanche, il y a quand même quelques censures partielles. Là aussi, elles étaient attendues sur un certain nombre de mesures jugées cavaliers, c'est-à-dire qu'elles n'avaient rien à faire dans une réforme des retraites. C'est-à-dire l'index senior, le CDI senior, des mesures sur la pénibilité. Et c'est ça qui peut en fait mettre le gouvernement aussi en difficulté. Parce que oui, c'est une victoire ce soir, mais toutes les mesures qui étaient censées amoindrir le texte, finalement, on parlait même de petites notes un peu plus sucrées. social. Voilà, on parlait de petites notes sucrées. Et finalement, tout ça a été retoqué, ce qui fait que le texte est dur. Et puis, il y a une information qui est intéressante, c'est que les sages ont délibéré pendant 7 heures aujourd'hui, non-stop, ce qui montre que les débats n'ont pas été une simple formalité. Ça peut barder dans la rue, Alberto Toscano. Je pense qu'il y aura des protestations, sans doute. Emmanuel Macron a gagné, mais là, c'est vraiment une victoire à Pyrrhus, j'ai peur, dans le sens que les problèmes sont encore là, et surtout les sondages, mais là... Oui, mais là, on a l'homme de l'art sous la main, ça tombe très très bien. Prononcer les bons sondages de Jean-Daniel Lévy, mais je crois que les sondages sont l'élément le plus inquiétant aujourd'hui pour Emmanuel Macron, bien plus les sondages que les protestations. C'est une victoire à court terme du président Macron. Jean-Daniel Lévy, ce qui est fou, c'est qu'il y avait un point d'interrogation au bout de cette... C'est une victoire à court terme d'Emmanuel Macron, Jean-Daniel Lévy ? Oui, c'est une victoire à court terme. Enfin, en tout cas, l'objectif qui était le sien et qu'il avait annoncé d'ailleurs dès la campagne présidentielle, c'était de mener à bien la réforme des retraites. À l'époque, effectivement, il avait indiqué 65 ans et ça s'est transformé en 64 ans. Et ça correspond globalement à un message qu'il souhaite montrer au pays, une forme d'opiniâtreté, l'idée de se dire que d'une manière ou d'une autre, il y a des réformes à entreprendre. On sait qu'il ne souhaite pas s'inscrire dans les pas du deuxième mandat de Jacques Chirac, qui avait été vu comme étant un mandat qui n'était pas tout à fait utile, en tout cas qui n'avait pas entraîné un certain nombre de réformes. Ça, c'était consécutif au CPE, c'est ça ? Alors, il y a eu le CPE qui est arrivé plus tard, en fait, qui était plutôt à la fin du mandat de Jacques Chirac, mais en fait, le début non plus n'avait pas été marqué, en tout cas aux yeux d'Emmanuel Macron, comme étant vraiment dans les entreprises réformatrices auxquelles lui-même peut être attaché. Après, il est confronté à un double problème, qui est un problème d'adhésion politique et un problème d'adhésion personnelle. Problème d'adhésion politique, quand on interroge les Français sur les principales orientations qui peuvent être portées par le président de la République, sur les conditions des programmes qui ont pu éventuellement les amener à voter pour le président de la République, on ne voit pas forcément d'attachement ou de point qui amène les Français à dire oui, il faut absolument le faire immédiatement, où il faut que ce soit porté par Emmanuel Macron. Et puis le deuxième aspect à caractère personnel, la focalisation aujourd'hui qui s'effectue plus sur le 49.3 que sur les 64 ans est assez emblématique d'une critique à l'égard d'une gestion du pouvoir qui est vue comme étant solitaire, autoritaire et découpée aujourd'hui des préoccupations de la part de nos concitoyens. Et c'est peut-être aujourd'hui le principal enjeu pour le président de la République et pour l'ensemble de l'exécutif. On va en reparler tout à l'heure. D'ailleurs, vous restez aussi, Thomas. Est-ce que la France est à l'aube d'une crise démocratique ? On va en parler tout à l'heure. 2 tiers des Français opposés à cette réforme, c'est toujours ce chiffre-là ? C'est toujours ce chiffre-là. On va voir dans quelques heures si ce chiffre-là est maintenu, parce qu'on est en train de réaliser une enquête justement pour RTL et AEF. A priori, ça serait surprenant en fait qu'il y ait une modification en fait de ce regard-là. Quels qu'aient été les arguments de la part des défenseurs comme des opposants. Et ça fait 3 mois que c'est ça. Effectivement, ça n'a quasiment pas bougé. Une stabilité quasi absolue, si ce n'est dans le détail
avec la perception d'une réforme qui, au fur et à mesure qu'elle était exposée aux yeux des Français, apparaissait comme étant de moins en moins juste, de moins en moins en capacité même à pouvoir assurer la pérennité de l'ensemble de notre système, alors que c'est le premier argument qui a été évoqué de la part du gouvernement, et tenant compte des catégories de population les plus fragiles. Donc ça a été une forme d'opposition, et une forme d'opposition qui était marquée notamment par l'injustice perçue de cette réforme. De Suisse, Richard Verly, vous la comprenez, cette hostilité des Français à l'égard de cette réforme ? Oui, le fossé, il est clair, il est évident, et il va être le grand problème pour Emmanuel Macron, à qui il reste quand même 4 ans dans son quinquennat, parce qu'on l'oublie, je suis frappé que personne ne le rappelle, mais il y a 1 an tout juste, on était entre les 2 tours. Et Emmanuel Macron était à 1 semaine de sa réélection le 24 avril. Donc là aussi, le symbole est quand même terrible. 1 an après, Emmanuel Macron est plus seul que jamais. Vu, alors quand même de l'étranger, il faut le dire, c'est une réforme, on l'a souvent dit ici, qui peut paraître normale. Les étrangers travaillent plus longtemps que les Français, certains beaucoup plus longtemps. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que les Français ont nécessairement raison. Là-dessus, moi je peux vous dire que je reviens de Suisse. Il y a beaucoup de Suisses qui disent que c'est normal de travailler jusqu'à 64 ans. Mais par contre, la manière dont ça s'est fait et la perspective pour le président, elle est quand même, oui, je trouve, extrêmement délicate. J'ajoute un élément, c'est qu'au fond, les Français sont extrêmement perspicaces, parce que dans les sondages, ils disaient, je crois, aux 2/3, être contre la réforme, mais à peu près à 65%, être persuadés que la réforme allait quand même passer et être adoptée. Juan José Dorado, votre regard aussi sur cet entêtement français, des 2 côtés d'ailleurs, du manche. Pour les Espagnols, ça surprend. Alors ça surprend parce que nous avons entamé la réforme de retraite effectivement en 2014 et on va la terminer en 2027. Et donc on va aller jusqu'à 67 ans. Et donc l'Espagne a négocié, syndicat et gouvernement ont négocié une période transitoire de 16 ans pour appliquer cette réforme de retraite. Donc on ne comprend pas pourquoi la France, et lors du 2e mandat, souhaite aller si vite. Et pourquoi le 1er septembre, il faut qu'elle soit applicable déjà. Donc déjà sur la méthode, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche comme ça en France. Puis on a du mal, effectivement, ou plutôt on comprend très bien les Français quand ils défendent leur retraite à 62 ans. Ça on peut le comprendre, les travailleurs espagnols. Mais c'est surtout cette crise. Laurent Berger a utilisé le mot crise démocratique qui surprend le plus, parce que le rôle du Conseil constitutionnel, le rôle de l'Assemblée avec le 49-3 ou le 47-10, machin. Donc le résultat de tout ça, c'est que les Espagnols ont du mal à comprendre ce qui se passe du côté français, qui pour nous est quand même le verso de la démocratie européenne. Ouais, dans un instant, Thomas, vous restez avec nous. On va parler de ce Conseil constitutionnel. Vous avez un peu la même chose dans vos pays, mais pas tout à fait quand même. Allez, on en parle dans un instant. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Alberto Toscano, Richard Verly, Juan José Dorado, Jean-Daniel Lévy et Thomas Després. On parle du Conseil constitutionnel qui a donc validé en partie la réforme des retraites. Et sur place, pour RTL, on va retrouver Arthur Pereira, parce qu'on se demandait si ça pouvait barder un peu ce soir à Paris et ailleurs d'ailleurs en France. Arthur, comment ça se passe là ? Vous êtes place de l'Hôtel de Ville ? Oui, eh bien, le rassemblement statique place de l'Hôtel de Ville vient de se transformer en manifestation sauvage. Quelques détonations viennent d'exploser là, juste à l'instant. Quelques poubelles incendiées aussi. Juste au-dessus de moi, une fumée noire s'étend sur la rue de Rivoli. La rue de Rivoli que les manifestants sont en train d'emprunter. Alors, ils ont tenté d'aller vers le Conseil constitutionnel. Ils se sont fait repousser dans un premier temps par les CRS. Et puis là, ils vont vers l'autre côté, en direction de la Bastille. Là, un fumigène vient tout juste d'exploser à côté de moi. Et puis, on peut entendre des chants anti-gouvernement contre la réforme des retraites, avec dans les rangs des manifestants qui progressent assez rapidement depuis quelques minutes. Et Arthur, est-ce qu'il y a encore des gens qui affluent vers la place de l'Hôtel de Ville ? Où la manifestation est stable ? Ceux qui tentent d'affluer vers l'Hôtel de Ville, finalement, se retrouvent dans les rangs des manifestants qui prennent la rue de Rivoli. Donc, en fait, le rassemblement statique sur la place de l'Hôtel de Ville
tout simplement n'existe plus. Il reste 2-3 camions des syndicats et quelques drapeaux au-dessus de cette place de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup Arthur Pereira. Vous êtes place de l'Hôtel de Ville en direct pour RTL. Donc, qu'est-ce que c'est Thomas Després, ce Conseil constitutionnel qui est quand même composé de quoi? De 9 sages? 9 sages, exactement. Essentiellement des anciens politiques, pour une part, des anciens premiers ministres. Il y a Alain Juppé, ancien Premier ministre, Laurent Fabius, qui est le président, d'anciens ministres d'Emmanuel Macron, qui ont été nommés par lui, Jacqueline Gouraud ou Jacques Mézard, et puis des juristes, des juristes qui également viennent apporter leur expertise. Eux, ils ont été nommés soit par Emmanuel Macron, soit par le président de l'Assemblée ou le président du Sénat, et donc ils ont statué toute la journée. Ils ne sont pas sortis de cette salle, une salle qui est au premier étage du Palais Royal, de l'aile Montpensier. Ils ont travaillé avec des rapports, les rapports de juristes, les rapports de l'Assemblée nationale aussi, pour voir comment se sont déroulés les services. Et le but, c'était de savoir si est-ce que la loi est conforme à la Constitution. Et la réponse a donc été donnée ce soir aux alentours de 18h, oui. Oui, alors vous bougez pas parce qu'on va parler tout à l'heure du référendum. Juan José, Alberto, Richard, est-ce que dans vos pays il y a aussi cet organe suprême, si j'ose dire, le Conseil constitutionnel, Juan José? Bien sûr, nous avons un Conseil constitutionnel qui est composé des 12 membres, mais il y a des grosses différences par rapport à la France. Alors, c'est quoi les différences? La première différence, c'est que les 4 membres qui sont désignés, élus par l'Assemblée, l'équivalent de l'Assemblée nationale ou le Sénat, doivent être auditionnés, doivent être approuvés par 3/5 de chaque chambre. Donc, ce n'est pas une nomination qui est faite par le chef de l'État ou le chef du gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas être suspectés d'allégeance politique. On peut toujours... Ouais. le supposer, mais ils ne sont pas, en tous les cas, ils sont élus par 3/5 de chaque chambre. Puis le gouvernement a les droits de nommer deux représentants au Conseil constitutionnel, et puis le Conseil supérieur de la magistrature, qui est indépendant, nombre aussi 2 membres au Conseil constitutionnel. Mais il y a quand même une grosse différence. Et c'est que la loi espagnole oblige à que les membres du Conseil constitutionnel soient des juristes reconnus dans la profession. Donc, des avocats, des magistrats ou des hauts fonctionnaires avec une formation en tant que juriste. On ne peut pas désigner un ancien Premier ministre ou un ancien ministre s'il n'est pas reconnu par leur père. Et ça, c'est important au niveau de l'indépendance politique qu'on suppose aux membres du Conseil constitutionnel. Alberto Toscano, en Italie. La Corte constitutionnelle est composée par 15 membres. 5 sont nommés par le président de la République. 5 sont élus avec majorité qualifiée, 3/5, par le Parlement en séance commune, Chambre des députés et Sénat, et à scrutin secret, un bulletin secret. Et les 5 autres sont élus par les professionnels, par les juges de différents ordres de la justice italienne, mais les juges élisent directement un tiers des membres du Conseil constitutionnel. Ça change probablement un peu tout. Quand même, Richard Verly, comment ça se passe en Suisse? Alors écoutez, c'est très différent parce que c'est un pays, là, si je le rappelle, où la démocratie directe est en vigueur. Ouais. Donc finalement, le peuple, par exemple, sur un dossier comme les retraites, le peuple se serait exprimé. Il y aurait eu un référendum. Donc la tâche de vérifier la conformité des lois est dévolue au tribunal fédéral, c'est-à-dire la plus haute instance judiciaire, qui est composée de 38 juges, mais par contre, ils ont un pouvoir qui est beaucoup plus limité, c'est-à-dire que leurs décisions, ils émettent plutôt des avis que des décisions. Mais je le répète très souvent, sur des sujets comme celui-ci, c'est le peuple qui a tranché, et le peuple en Suisse, on l'appelle le souverain. Quand il a tranché, on ne peut pas revenir sur sa décision. Alors, le constitutionnaliste Dominique Rousseau disait tout à l'heure à Julien Cellier que c'était une discussion qui pouvait être discutable. Il y avait d'ailleurs eu une tribune du Monde qui était signée par une 60aine de constitutionnalistes qui affirmaient la non-conformité du projet de la loi des retraites après l'utilisation notamment du 47.1. Est-ce qu'il peut
Est-ce que c'est possible? Est-ce que le Conseil constitutionnel fait de la politique ou est-ce qu'il dit le droit, Alberto Toscano? La tâche du Conseil constitutionnel dans tous les pays où on a un respect pour les constitutions est de juger sur la cohérence d'une loi avec le texte et l'esprit d'une constitution. Ça, c'est la tâche. Et je crois que cette discussion a été faite aujourd'hui, mais là, il y avait quand même des éléments particuliers. Le 49.3 a été utilisé par rapport à un texte qui était dans le contexte d'une loi à caractère financier. Ça s'est greffé sur un autre... Ils ont utilisé ce véhicule. Donc c'était quand même une condition. Ce gouvernement français n'a jamais obtenu la confiance du Parlement. Encore une fois, je parle sous le contrôle de Jean-Daniel Lévy. Et il n'y a pas eu un vote de confiance quand le gouvernement Borne s'est présenté au Parlement. Et quand même, aujourd'hui, Emmanuel Macron paye le prix du fait qu'il n'a pas une majorité parlementaire. Il y a tout de même eu une petite nuance, il y a eu une motion de censure qui a été rejetée tout de même, il y a quelques semaines. La motion, excusez-moi, n'a pas été rejetée. La Constitution prévoit que pour être approuvée, elle doit avoir la majorité absolue des ayants droit au vote. Il n'y a pas rejeté s'il y a eu un vote pour et un vote contre, et alors le vote contre prévoit. Mais là, elle n'est pas arrivée au niveau indispensable pour être acceptée. Elle n'a pas été acceptée, mais n'a pas été rejetée dans le sens... Mais la question est au fond de savoir si la France connaît une crise politique et sociale, ou bien si on peut commencer à parler d'une crise de régime, avec une remise en cause non plus seulement des gouvernants et de leur légitimité démocratique, mais plus généralement d'un système. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'était plus sur une thématique 64, mais sur une thématique 49.3. Jean-Daniel Lévy, ça peut aller plus loin ? Ça peut aller plus loin, et puis de toute façon, il faut regarder déjà les niveaux de participation qui sont déroulés au cours de ces dernières élections, et puis avec des points qui ont été, je crois, peu soulignés. En général, aux élections présidentielles, il y a une participation qui croît entre le premier tour et le deuxième tour, quand vous prenez tous les scrutins depuis la création de la Ve République. Il y a 3 exceptions. La première exception, c'est 1969. Il y avait une offre politique qui apparaissait comme étant relativement proche. La deuxième exception, c'est 2017, alors qu'il y a une confrontation entre Marine Le Pen et également Emmanuel Macron. La troisième exception, c'est 2022, avec à nouveau le même type de confrontation. Donc avec une baisse de la participation entre le premier tour et le deuxième tour, ce qui montre bien qu'il n'y avait pas un blanc-seing complet à l'égard du président de la République, alors même qu'il était face à une candidate du Rassemblement national. Et il l'a même reconnu d'ailleurs le soir de son élection. Il a dit « votre vote m'oblige ». Il l'a reconnu effectivement dans le cadre de sa déclaration. Et le deuxième aspect qui a été peu souligné, c'est le nombre record de votes blancs et nuls que nous avons eu même au deuxième tour de chacun de ces 2 scrutins. En 2017, 4 millions de personnes qui ont voté blanc ou nul au deuxième tour de l'élection présidentielle, encore une fois, avec la présence de Marine Le Pen au deuxième tour, et 3 millions en 2022. Donc c'est à chaque fois près de 10% des personnes qui prennent le temps de se déplacer dans le bureau de vote et qui déclarent « Nous refusons de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ». Les conséquences politiques, on les a vues effectivement au cours des dernières élections législatives, où on peut le rappeler, moins d'une personne sur 2 s'est déplacée dans le cadre de ces élections législatives, et où pour la première fois à l'issue d'une élection présidentielle, en tout cas de manière aussi majeure, ça c'était pour partie produit en 1988, mais de manière aussi majeure, le président de la République nouvellement élu n'arrive pas à obtenir une majorité au Parlement. Allez, on en parle tout de suite. Rip le rip. Tout de suite sur RTL. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Qu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec Alberto Toscano, Richard Verly, Juan José Dorado, Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué d'Aris Interactive, et puis Thomas Després. Thomas, alors, une décision du Conseil constitutionnel, vous nous la rappelez vite fait ? Le Conseil constitutionnel qui valide l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Il y en a une deuxième. Alors, la deuxième, c'est quoi ? Rip le rip ? Voilà, la deuxième, c'est qu'il devait se prononcer sur le référendum d'initiative partagée qui avait été initié par des députés et des sénateurs de gauche qui souhaitaient notamment ouvrir un appel à signature pour que les Français puissent réclamer un référendum sur la retraite pour limiter l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Ça, c'était leur projet.
Finalement, le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable ce projet, a considéré que vu qu'il validait la retraite à 64 ans, il n'allait donc pas autoriser ce référendum pour la retraite à 62 ans. Il y a un deuxième projet qui va être déposé par les mêmes, justement, pour retenter leur chance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même le Conseil constitutionnel valide ce projet, après la route est très longue, il y a une plateforme qui est mise en ligne, il faut 4,8 millions de signatures, ça représente 10% du corps électoral, et ensuite seulement l'Assemblée nationale et le Sénat se prononcent pour ou contre un référendum. Donc tout ça peut prendre plus d'un an, donc autant dire que oui, il y avait la décision du RIP, mais c'était franchement une illusion, et de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors, Alberto Toscano, ça existe dans votre pays, des RIP, des référendums d'initiative partagée, ça existe en Italie, ça ? Non, en Italie, il y a le référendum d'initiative populaire, et le référendum abrogatif pour effacer une loi votée par le Parlement. Ce référendum implique 500 000 signatures, demi-million de signatures. Réalité, c'est beaucoup moins que nous. Beaucoup moins. Nous, il nous en faut 4,5 millions, c'est ça ? Ensuite, la Cour constitutionnelle décide si ce référendum est possible une fois que les signatures ont été trouvées. Et la Constitution exclut un référendum sur les matières de traités internationaux et en matière fiscale, pour des raisons évidentes. Alors que nous, du coup, c'est l'inverse. Nous, on ouvre aux signatures une fois que le Conseil constitutionnel a validé le projet, et non pas comme chez vous. Et en plus, les signatures, c'est 10 fois plus. Nous, ça représente 10% du corps électoral, 4,8 millions. Une énormité. Juan José Dorado en Espagne, comment ça se passe ? Nous, on est plutôt italien que français. Ouais. Et nous avons le même système, 500 000 signatures. Et donc, à ces moments-là, mais c'est ce qu'on appelle un référendum constructif, puisqu'on doit proposer un projet alternatif à celui qu'on souhaite abroger. Mais ça marche, ça, déjà, dans vos deux pays? Il y a des lois? En Italie, ça marche. Il y a beaucoup de référendums, mais j'ai oublié de dire une chose importante, et je m'en excuse. Le résultat des référendums est valable seulement si au moins la moitié des ayants droit au vote ont participé au référendum. D'accord. Et en Suisse? Mais écoutez, bienvenue au pays de la démocratie directe, puisque vous avez deux possibilités en Suisse. Il y a la saisine par exemple, sur un projet de loi qui serait discuté, projet de loi qui aurait été adopté par le Parlement et qu'une frange de la population n'accepterait pas. Il suffit de recueillir 50 000 signatures pour que ce projet de loi soit soumis à ce qu'on appelle un référendum facultatif, avec la possibilité, donc, de le révoquer, d'empêcher que ce projet de loi entre en vigueur. Deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle une initiative. Elle vise à réviser la Constitution sur tel ou tel point. Il faut recueillir 100 000 signatures. Vous voyez qu'on est sur des seuils très bas. Et les décisions populaires sont exécutoire. À partir du moment où le peuple a tranché, la loi en question, si elle a été invalidée, ne peut plus être promulguée. Plus la majorité des cantons, si je me trompe. Ça dépend. Ça dépend des dispositifs. Dans les initiatives qui visent à réviser la Constitution, il faut ce qu'on appelle la double majorité, c'est-à-dire la majorité de la population et la majorité des cantons, mais ce n'est pas vrai de toutes les lois soumises à référendum. Et c'est incroyable la démocratie en Suisse, parce que vous allez sur Internet, vous voyez la votation, vous voyez les pour, les contre, c'est extrêmement bien expliqué, il y a toute une pédagogie autour de chaque question posée, c'est incroyable. Alors, il y a 4 jours de votation au pluriel par an. Ouais. Ces votations, elles sont soumises, elles visent tous les niveaux. Vous pouvez avoir une votation fédérale, une votation au niveau communal, une votation au niveau du canton. Elles font toutes l'objet d'un résumé dans un petit livret que vous recevez chez vous comme électeur. Et dans ce livret, vous avez la position du gouvernement qui est explicitée et la position de ceux qui contestent le dispositif. Je peux vous dire que c'est très, très pédagogique. Et quand on me dit en France qu'on n'aurait pas pu voter sur une réforme des retraites, je réponds toujours, écoutez, on l'a fait en Suisse et on a su l'expliquer. Et comment on vote chez vous, Richard? On vote par papier, en ligne? Comment ça se passe? Alors, on peut voter de deux manières. Soit on vote sous forme papier, c'est-à-dire qu'on se rend à l'urne, soit on peut voter par correspondance. Par correspondance, c'est-à-dire par courrier. Et le système suisse est tout à fait sécurisé et de plus en plus de gens votent par courrier. Et chez vous aussi On vote par courrier et on vote donc courrier aussi. Par courrier et on vote en présentiel. Non, en Italie seulement en présentiel. D'accord. Alors, si la France refuse de se réformer, elle se condamne à des décennies de stagnation. Ça, c'est un papier du journal britannique Le Télégraphe que j'ai trouvé dans les pages de notre partenariat Courrier International. Le pays semble aujourd'hui dans l'impasse, pris en étau entre des élites déconnectées et une population
entêté, nous dit Ben Marlot du Télégraphe. Vous avez ce sentiment-là, Jean-Daniel Lévy, pour Harris Interactive? Il y a parfois de la part de nos amis britanniques un côté qui peut être un peu accentué par rapport à la réalité de nos compatriotes, même si on se rappelle que le président Emmanuel Macron avait considéré qu'on était un peuple gaulois réfractaire. Ouais. Dans ce contexte-là, ça ne participait pas. Nous, on a plutôt tendance à penser que les Français sont plus frileux que conservateurs et qu'ils ont besoin souvent d'être rassurés avant véritablement de se mettre en mouvement. Mais une fois qu'il y a des processus qui sont des processus de réassurance sur ce que peuvent être les comportements, les effets, après, on peut être amené à rattraper très rapidement les comportements, les opinions ou les attitudes que peuvent avoir les Européens en matière de consommation. L'utilisation d'Internet, on était parmi les derniers en Europe à se mettre vraiment à utiliser Internet. Aujourd'hui, on est parmi les pays qui les utilisent le plus, pour prendre cet exemple-là. Ça a l'air quand même beaucoup plus démocratique, leur façon de fonctionner. Pardon, comme ça, ils font peut-être de la bonne pub, mais est-ce qu'on se dit pas que la 5e République a 64 ans et qu'il est temps qu'elle parte à la retraite elle-même? Il y a un regard assez ambivalent de la part des Français, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement critiques à l'égard d'un pouvoir central fort, mais en même temps, dès qu'il y a une question qui se pose, même dans une toute petite commune de France, très vite, ça va remonter, et ça va remonter pas forcément au Parlement, pas forcément à Matignon, mais tout de suite à l'Élysée. Donc il y a cette relation un peu ambivalente à l'égard du pouvoir politique national. Il y a quand même un point qui est un point qui nous singularise en France, c'est la notion d'égalité. Et en fait, on considère, à tort ou à raison, que l'égalité doit être incarnée déjà par un pouvoir politique fort, central. Et à l'heure actuelle, c'est Emmanuel Macron qui en est l'incarnation. Mais sauf erreur, tous les sondages démontrent qu'une nette majorité de Français voudraient plus de référendums. Alors, ils voudraient plus de référendums. Le fait qu'il puisse y avoir même des considérations à l'égard de ce que peut être une démocratie un peu moins représentative et un peu plus directe est, dans le cadre de nos différentes enquêtes, identifiées de manière nette. Après, on a vu que le processus référendaire ne marchait pas toujours en France, et que ne serait-ce qu'une réforme importante, comme le fait de passer du septennat au quinquennat, a entraîné un record d'abstention absolue dans la société française, alors même que, si je ne me trompe pas, en Suisse, même sur des questions à caractère institutionnel, la participation est loin d'être négligeable. Donc on a des niveaux de participation... Loin d'être négligeable, mais pas non plus toujours massive. Absolument. Les Français, ce beau peuple, tout et son contraire. Thomas, je suis désolé, vous vouliez ajouter quelque chose? Rajouter qu'Emmanuel Macron avait promis qu'il allait abaisser le seuil du référendum d'initiative partagée à 1 million de voix. On est toujours à 4,8 millions. Allez, on part en vacances dans quelques secondes sur RTL. On va prendre un peu de hauteur. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Est-ce que tu viens pour les vacances? On respire un peu après cette décision du Conseil constitutionnel qui valide les 64 ans, qui valide grosso modo, Thomas Després du service politique d'RTL, grosso modo vous nous faites un petit résumé. L'essentiel des mesures ont été validées. Allez, une demi-douzaine a été retoquée, mais ce n'est pas l'essentiel. Ça concerne quelques petites doses de sucré sur le gâteau, mais sinon l'essentiel a été validé. Allez, pour prendre l'air un peu, on s'est demandé, RTL pose une grande question en ce moment dans sa rubrique, dans son 7 jours 7 reportages. Quel est l'endroit de France qui vous plaît, où vous aimez passer des vacances? Juan José Dorado. Alors moi j'ai une petite préférence pour la côte bretonne. Quand j'ai découvert la côte bretonne, les falaises du côté de la Bretagne, il y avait des petites maisons éparpillées à droite et à gauche. Et je me suis toujours dit que c'était un endroit, pas que pour passer de vacances, même pour prendre ma retraite. C'est vrai? Face à la mer et sur une falaise qui tienne, pas celle qui parfois tombe. Alors en Bretagne Nord alors? En Bretagne Nord. Et j'ai découvert... Côte d'Émeraude, là, c'est sublime. C'est sublime, voilà. Ouais. J'ai trouvé ça magnifique. Jean-Daniel Lévy. Ah oui, je sais qu'on vous interroge jamais là-dessus quand vous venez sur des plateaux, mais ça tombe sur vous. Peut-être que je vais utiliser une pirouette pour vous dire en fait ce qu'on a dans nos sondages et dans nos études. Voilà. Et il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. Il n'y a pas moyen. De toute façon, vous nous donniez des chiffres. On est face. Quand on interroge les Français, justement, ce qui est intéressant, c'est que l'appétence au voyage est assez importante en France. Mais quand on prend en fait
représentants de journaux étrangers que vous avez sur le plateau, elle est moins importante que ce qui peut exister de la part des Italiens, de la part des Suisses, mais un peu plus importante que de la part des Espagnols. Et que le côté parfois pingre qui est vécu par les Français, on le retrouve également dans les grandes enquêtes internationales, où globalement, ceux qui déclarent que lorsqu'ils sont à l'étranger, ils sont prêts à dépenser de l'argent, en toute queue de tableau parmi l'ensemble des populations qu'on peut être amené à interroger, vous allez retrouver les Français en bon dernier. Thomas, vous partez où, vous ? Je ne parle rarement en France, mais je ne vous dirai pas où je vais. Ah bon ? Vous avez peur d'être suivi par Voici ? Pas pour être suivi, mais ça permet de garder l'authenticité du lieu. Bon, c'est dans un pays d'une des personnes qui est autour de cette table. D'accord. Alberto, Toscano. Pour moi, dans mon histoire personnelle, l'endroit de vacances en France est Menton, parce que j'y allais avec ma famille. Ma mère, à l'âge de 100 ans, était heureuse à Menton. Et on a été 20 ans... C'est pas très loin de l'Italie, vous êtes... Si, surtout, c'est un endroit agréable, mais je me permets de suggérer à ceux qui nous écoutent de prévoir lors de leurs vacances d'aller au Louvre cet été, parce qu'au mois de juin, on aura le début... une exposition sur Naples va commencer au Louvre, et il paraît que c'est une exposition splendide sur une espèce de jumelage entre le musée de Capodimonte à Napoli et le musée du Louvre. Mais rien donc allez voir cette exposition. On ira la voir. On ira la voir ensemble. Richard. Il y a un endroit qui plaît beaucoup aux Suisses et que je trouve formidable, c'est la Corse, et c'est notamment les calanques de Piana. Parce que les Suisses adorent aller en Corse pour une raison simple, ils y retrouvent les montagnes qu'ils ont et la mer qu'ils n'ont pas. Donc je voterai en tout cas aujourd'hui pour les calanques de Piana, mais il y a beaucoup d'autres endroits en France et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le nombre d'endroits en France où on a envie d'aller, où on a eu plaisir à aller, est extrêmement nombreux. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle pour clôturer l'émission. J'étais à Bordeaux et je devais me rendre à Nice, et donc on s'est dit mince, on va être obligé de repasser par Paris, enfin bon bref, parce qu'on ne peut que repasser par Paris à chaque fois qu'on veut voyager en France. Donc on a pris une voiture et on est parti de Bordeaux jusqu'à Nice. Ça a été un des plus merveilleux voyage de ma vie, entre les grottes de Lascaux, le viaduc de Millau, c'est-à-dire toute l'ingénierie, toute la beauté de l'artiste, de l'ingénieur, Saint-Cyr-la-Popille, le Tarn, le Lot. Je vous recommande, Jean-Daniel, prenez un camping-car et faites ce sud-ouest français, c'est absolument à tomber par terre. Daniel va nous parler d'un sondage sur les camping-cars. Oui, exactement. Ne me provoquez pas, parce qu'on en a fait. Avec Rocamadour et tout ça, Conques, c'est vraiment magnifique. Je vous le recommande. Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés avec moi. Merci Jean-Daniel Lévy. Merci Juan José Dorado. Merci Thomas qui se sauve. Bon week-end. Merci Alberto Toscano. Merci Richard Verly. Vous reviendrez faire la France avec moi très bientôt, bien sûr. Vendredi prochain, par exemple, à la même heure, 19h15. Vous retrouvez l'émission sur RTL.fr et sur l'appli. Et vous passez un excellent week-end sur RTL. Dans un instant, RTL Foot avec toute l'équipe. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio.